Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Nous remercions la LIB, ou plutôt la Librairie de l'éducation du réseau Canopé, de nous accueillir en ces murs pour ce bel événement, dans la continuité de la semaine des mathématiques qui s'achève aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que pour cette semaine des mathématiques, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un blog enseignant très connu, j'ai pas peur de le dire, le blog enseignant Bout de Gomme, avec Laurence et Vincent qui nous font la gentillesse de partager ce moment avec nous. Et ça ne vous a pas échappé, cet événement s'intitule La folle aventure Bout de Gomme. Pourquoi la folle aventure? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, parce que c'est une aventure qui dure maintenant depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années avec l'éditeur Jocatop que je représente aujourd'hui, mais depuis bien plus longtemps dans la tête de Vincent et de Laurence qui vont nous rappeler la genèse de tout ce projet Bout de Gomme, de cette folle aventure. Alors Laurence et Vincent, comme on se connaît depuis pas mal de temps, je pense qu'on va pouvoir se tutoyer, ça sera plus simple. Mais ma première question va surtout consister à vous donner la parole et vous permettre de vous présenter en n'ayant pas peur de dire d'où vous venez, qui vous êtes, parce que avant d'être des auteurs d'un blog et des auteurs de ces fameux cahiers Bout de Gomme, vous êtes d'abord, je crois, des enseignants. Donc Laurence, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé le métier d'enseignant pour toi? Alors moi, pour mes débuts, donc c'était en 91, j'ai passé le concours d'institutrice. C'était la dernière année en fait d'instituteur. Donc je n'ai pas eu de formation. Je suis directement allée sur le terrain. J'ai commencé comme ça en fait, sans formation, sur le terrain directement. J'ai appris sur le tas, comme on dit. C'est formateur d'apprendre sur le Ouais, tas. c'était très formateur. Au bout d'un an, on a eu des formations un petit peu de temps en temps. Et ensuite, j'ai repassé le concours en tant que professeur des écoles. Voilà mes débuts. Et toi, Vincent? Bien, moi, je suis arrivé après toi dans l'éducation nationale. Donc, j'avais commencé plutôt dans l'animation au départ. Et puis, bon, je voulais me dessiner plutôt vers quelque chose en rapport avec l'illustration, le dessin. Et donc, faute d'y arriver avec succès, je me suis rabattu sur l'éducation nationale. Donc, j'ai passé le concours aussi. Je suis arrivé, je sais plus, en 97, je crois. 97 ou 98. Ouais. Et après, je me suis spécialisé assez rapidement sur le cycle 3. Et depuis, ça fait déjà 15 ans que je suis sur du CM2, en fait. Alors, je crois que déjà avant même de partir sur le blog, déjà je pense que très vite on a eu le goût à faire nos propres documents, nos propres outils de travail, le fabriquer nous-mêmes, le faire nous-mêmes pour essayer de faire quelque chose qui était un petit peu à notre main. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose très vite qu'on a appris à faire. On a appris à servir de la publication assistée par ordinateur. On a très vite pris goût à ça en fait, et donc on a très vite commencé à faire nos outils, nos propres outils. De fil en aiguille, on a eu envie de les partager en fait avec nos collègues, et je crois que c'est là un petit peu que ça va démarrer en fait. J'ai toujours eu envie de partager tout ce que je faisais parce que justement, quand moi j'ai débuté, j'avais rien et personne ne pouvait partager parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de partage possible, sauf entre enseignants avec des classeurs. Et souvent, les classeurs, c'était un peu compliqué à partager dans les classes. Et moi, j'avais vraiment un manque de ce côté-là et j'avais vraiment envie, à l'époque du numérique, de partager ce que je faisais pour aider les collègues, pas dans la difficulté forcément, mais pour aider au maximum de gens, quoi. Et ça, tu le situes à quelle époque? C'est quelle année ça, vraiment l'idée du blog enseignant? Alors le blog enseignant, c'était 2011. Voilà, en juillet 2011, on s'ennuyait un petit peu. Trop de grandes vacances pour les enseignants, ils s'ennuient. Non, je rigole. Non, non, c'est pas vrai du tout. En fait, ça faisait 2 ou 3 ans que j'étais en CP et j'avais construit tous mes outils et j'avais vraiment envie de les partager. Les gens me les demandaient en classeur et c'était compliqué pour mes collègues de prêter mes classeurs, justement. C'était le début des blogs et donc on était très peu à faire des blogs à l'époque et c'était très pratique de partager de cette manière. Et maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, ça l'était moins. Voilà. Oui, parce que 2011, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais en fait, Ouais, c'était il y c'était il y a a très très peu de longtemps. temps, c'était il y a 14 ans. Oui, quand Mais même. néanmoins, à l'ère du numérique, c'est la préhistoire. C'est-à-dire que les premiers blogs, Ouais, vous c'est ça. étiez pas loin d'être les seuls blogs Ouais. enseignants. Ouais, au tout début, on était très peu. Le partage de ces fiches, de ce contenu pédagogique, comment est-ce qu'il a été accueilli? Et deuxième question un petit peu sous-jacente, est-ce qu'il n'y a pas eu une identité liée à une matière qui est née tout de suite? Je connais un petit peu la réponse tout de même, mais raconte-nous un peu tout ça. Alors, au début, les fiches, elles ont vite plu aux gens parce qu'elles étaient simples, elles étaient un petit peu différentes quand même de toutes les autres fiches qu'on voyait ou des contenus qu'on connaissait, nous, pédagogiques. Parce que justement, moi, j'avais besoin de certains types de fiches qui n'existaient pas forcément, et notamment au niveau des maths. Mes premières fiches, c'était des maths et de la lecture aussi, quand même, au niveau des rallyes lecture, parce que ça n'existait pas, c'était très difficile à faire, très long à faire, à réaliser. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes fiches. Des fiches de maths pour quelque chose annuel. On avait du mal à trouver
trouver des choses simples à l'époque qui correspondaient au niveau des élèves, qui étaient sur la même notion, par exemple. Souvent, c'était des fiches mélangées. On travaillait très spiralairement sur les fichiers. C'était un petit peu compliqué pour mes élèves, en tout cas. Oui, alors c'est intéressant ce que tu évoques parce qu'en préparant cette interview, tu m'as rappelé que vous venez tous les deux de Nancy et Oui. que vous êtes enseignant dans un milieu qui est pas très facile parce que vous seriez en REP, si ça avait été possible, je vais pas rentrer dans dans les détails. On était Vous y avez été, vous n'y êtes plus, mais vous avez quand même un public qui rencontre des difficultés et donc ça a été une des choses qui vous a guidé. Oui, ça nous a énormément guidés. Le fait que nos élèves ne comprennent pas forcément les consignes, que le lexique soit compliqué. Du coup, on s'est rendu compte vite que les difficultés mathématiques ne venaient pas forcément du raisonnement mathématique, mais plutôt de la compréhension de la consigne, du vocabulaire, du lexique employé dans les consignes. On a travaillé tout ça dès le début pour que nos élèves puissent comprendre rapidement les exercices. Et c'est vrai qu'on a des élèves de REP. En fait, on peut le dire, on a été déclassés, on n'est plus en REP. On demande depuis des années à retourner en REP. Donc on y reviendra, c'est un petit peu ça qui vous a conduit à penser cette pédagogie avec un souci de simplicité. Le mot simplicité était interprété évidemment de manière positive, hein, c'est pour être le plus efficace possible avec les élèves. Dans Bout de Gomme, on n'a pas que des exercices, on n'a pas que des textes, on a aussi des illustrations, c'est une part très importante de l'identité du blog. Ça c'est ta partie Vincent. Et moi une question que je me pose, dont je n'ai pas la réponse tout à fait sincèrement, comment c'était venu cette idée des robots? Pourquoi ces robots qui sont ronds, simples et qui en même temps sont tout de suite remarqués par les enfants et qui s'approprient immédiatement. Donc, dis-nous tout sur les robots, Vincent. Histoire des robots. Alors déjà, quand on a créé le blog, en fait, on s'est tout de suite dit, tiens, ce serait sympa si... Laurence déjà me demandait régulièrement de faire des illustrations pour décorer un peu les fiches qu'on mettait en ligne. Les fiches de poésie au départ, tu te De souviens? poésie, ouais. Entre autres. Bon, j'avais fait pas mal de dessins quand même, mais on s'était dit ce serait sympa qu'on ait des espèces de petites mascottes qu'on retrouve comme ça régulièrement. Et du coup, je me suis un peu creusé la tête pour essayer de trouver quelque chose de rigolo qui plaise aux enfants. Et donc là, on a trouvé le personnage du magicien. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça, c'était Ah oui? exclusivement sur le blog. Donc un petit magicien orange avec un chapeau pointu et puis une grande toge orange. Donc lui, c'était le magicien des maths en fait. Il était sur tout ce qui était mathématiques. Et puis pour tout ce qui était français, j'ai inventé le robot qui avait des lunettes au tout début. C'était le robot un peu intello. Et je m'étais inspiré au niveau de son apparence d'une BD parce que je suis un fan de bande dessinée. Une bande dessinée que j'avais adorée quand j'étais gamin qui était Popeye et l'île robot, où Popeye arrivait sur une île qui était peuplée de robots, donc il y avait toutes sortes de robots, ils étaient assez marrants au niveau esthétique et j'avais repris un petit peu l'esthétique des robots de cette bande dessinée là. Et puis après les robots ont évolué au fur et à mesure, hein. Ça fait depuis 15 ans qu'ils existent, ils ont évolué. Depuis 2-3 ans d'ailleurs ils se sont même habillés parce qu'avant ils n'avaient pas de vêtements, donc ils ont beaucoup évolué. Donc d'abord il y avait T-Robot, après Robotine est arrivé et on a même eu les enfants T-Robot, c'est un petit peu comme Le chien et le chat. le chien et le chat, enfin, il y a des petits personnages annexes qui se sont greffés. Et c'est vrai qu'après, quand on a commencé avec Jocatop, c'est les robots en fait qui ont plu. Le magicien a été un peu laissé de côté. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Enfin, en tout cas, le magicien maintenant n'est plus On là. a fait un C'est sondage. bien triste. Tu te souviens, on avait fait un sondage Oui. à un moment sur les réseaux pour savoir quel était le personnage préféré des gens. Et c'était le robot qui avait été préféré au magicien. Comme ça que c'est parti, en fait, où on a laissé un petit peu tomber ce pauvre magicien. Peut-être le reverra-t-on un jour, on ne sait pas. Oui, peut-être, en français. Mais c'est vrai que c'est comme ça que T-Robot et Robotine sont nés. Robotine qui s'appelait Robette au départ. Je l'avais baptisé Robette, puis c'est Laurence qui a dit oh non, c'est pas beau Robette, on va l'appeler plutôt Robotine. Et moi, je me suis rendu compte que pour les petits niveaux, enfin Vincent a dû s'en rendre compte sur le CM, mais moi chez les petits, tout de suite ça a pris quoi. Le personnage a énormément plu aux élèves. Il y avait un côté rassurant. En plus, le robot, enfin on arrivait à détacher du coup les aides et tout ça. Enfin, il y avait vraiment un côté affectif qui permettait aux élèves de se détacher de la difficulté et d'avancer. Donc, ils coloriaient les robots. Enfin, moi, au niveau du blog, on avait fait toutes des histoires de petits robots et robotines qui partaient en voyage, qui avaient fait le tour du monde. On avait créé plein d'histoires. Donc, il y avait tout un univers, en fait, qui avait été créé. Et c'est vrai que les enseignants, ils étaient vraiment partis là-dedans en téléchargeant plein de fiches différentes, que ce soit en français, conjugaison, grammaire, maths. Et on s'est rendu compte très, très vite de l'attachement de la part des élèves, mais aussi des enseignants qui appréciaient énormément ces fiches qui étaient quand même assez épurées, même s'il y avait une illustration. Et l'illustration est quand même importante. Moi, j'ai toujours attaché de l'importance à l'illustration sur les fiches, une illustration minimale, on va dire. Ton blog aujourd'hui, votre blog aujourd'hui, c'est combien de followers?
Tu le sais, à peu près? Alors followers, c'est pas tellement des followers, c'est surtout des Des gens qui abonnés? passent. Comment on peut les appeler? Des fans? Alors ça, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a entre 25 000 et 35 000 personnes qui passent chaque jour, pendant les grandes vacances. Les grandes vacances, c'est un peu tranquille. Mmh. Mais oui, chaque semaine, chaque jour, il doit y avoir entre 25 et 35 000, 45 000 personnes. Ça peut monter plus haut en pic de rentrée. Et puis ta communauté, tu la rencontres aussi à travers les réseaux sociaux et notamment, Facebook et Instagram. Mmh. Et là, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux Ouais. et ça m'a pas échappé, tu parles pédagogie, mais pas que pédagogie, hein. J'ai vu que tu parlais même de ton chat Ouais, sur les réseaux, donc c'est vrai. tu parlais d'affectif avec les robots. Moi, j'ai l'impression que tu as créé quelque chose d'affectif aussi avec Ah ta bah oui. communauté. Ah bah oui, ça c'est clair que sur Instagram et Facebook, on a des échanges entre collègues. J'ai plein de gens que je connais, par, les réseaux qui sont devenus mes amis. On discute, beaucoup, en dehors et aussi de pédagogie. On partage beaucoup de choses et c'est très intéressant pour les collègues, enfin et pour moi aussi d'ailleurs, de discuter de pédagogie, de ce qui fonctionne pas, c'est riche, c'est super Et intéressant. toujours le terrain, c'est ça en fait que tu évoques, hein. C'est-à-dire que c'est l'ADN de Bout de Gomme au départ, mais tu Oui, continues à entretenir cette relation de terrain avec, les gens qui sont les utilisateurs du blog et puis après plus tard des oui, cahiers. bah, c'est un lien qui continue. Donc maintenant plus trop sur le blog, on discute un petit peu sur le blog, mais c'est plus un lieu de partage, on va dire. Maintenant les réseaux sociaux, sont là pour, continuer en fait l'aventure et discuter, de tout en fait. Pas juste de pédagogie, mais aussi de nous, de notre vie d'enseignant, de tous les jours. Oui, je Ça, vois c'est les moments important. de fatigue, les moments de Ouais, découragement, ouais, de les découragement moments de aussi, doute, hein, comme tous les enseignants. de difficultés. Le vendredi soir, on est content parce que c'est le week-end. Le lundi, on est quand même content parce que c'est la rentrée, qu'on est en forme. Donc mardi et jeudi sont les 2 jours les plus durs, c'est ça? Jeudi soir. Pour un petit peu avancer, pour déborder maintenant de cette aventure qui était le blog Bout de Gomme, il me semble qu'il y a à peu près une dizaine d'années, vous avez fait une rencontre qui Oui. s'est avérée une rencontre heureuse. Je fais évidemment référence à la rencontre avec, les éditions Jocatop. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette rencontre, elle s'est faite? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Moi, je l'ai appris il y a peu de temps. C'est vous qui avez approché Jocatop? C'est Non. Jocatop qui vous a approché? Comment ça s'est En passé? fait, non, on cherchait pas du tout, à se faire éditer. Par contre, étant donné qu'on mettait nos robots un petit peu partout, que les collègues nous disaient, on les a coloriés. On mettait beaucoup de coloriage à l'époque, pour ceux qui connaissent le blog, les coloriages, je vous vois, dire oui. On mettait beaucoup de coloriage en ligne à cette époque. C'est vrai que s'il y avait eu un petit cahier de coloriage d'édité, ça nous aurait beaucoup plu pour les élèves, des petits cahiers de je relis les nombres, enfin voilà, Tu veux dire avec que le les robots. point de départ, c'est un peu les illustrations? Oui, Enfin, non, je pense qu'à pas mon avis, seulement, c'est un mais mélange. d'accord. Mais la volonté de non pas d'être édité forcément, mais Bah, d'avoir un pied dans l'édition, il y a voilà, un peu un lien avec les robots. le pied dans l'édition, c'était vraiment pour faire de l'illustration au niveau des robots et du coup, j'avais laissé un petit message, sur le blog en écrivant, que qu'on pouvait nous contacter si on voulait faire vivre les robots, à travers l'édition. Mais c'était vraiment dans ma tête, du coloriage, enfin voilà, puisque c'était des robots. Et ça, c'était en quelle année? C'était en Enfin, je dis 10 ans, donc 2015, mais c'est 2014 en fait. Clémence des éditions Jocatop nous a contactés pour nous rencontrer, pour, voir, ce qu'on pouvait faire ensemble. et alors qu'est-ce qu'elle t'a proposé? Qu'est-ce qu'elle vous a proposé? Comment a pris forme ce projet? Elle nous a contactés pour des cahiers de maths, des cahiers de calcul. Elle est venue nous rencontrer à Nancy, dans notre école, dans notre classe. Quel calcul Pour, si voilà. par exemple? Bah oui, voilà, ça c'était, c'est les premiers. Donc du coup, elle nous a contactés, elle a regardé, ce qu'on faisait dans notre classe, comment, les affichages, enfin, elle nous a proposé donc de faire des cahiers de calcul avec, T-Robot. Voilà comment est née cette aventure, Tous les niveaux en même ouais, temps, les 5 niveaux. Bon, on a de la chance parce que moi je suis cycle 2 et Vincent est cycle 3. Ouais. Donc on est très complémentaires. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a, de travailler, dans la même école aussi. Donc vous commencez les cahiers à travers les premiers cahiers, les cahiers de calcul, donc les 5 niveaux et puis évidemment après il y a d'autres cahiers qui sortent, cahiers de numération, cahiers de problèmes, cahiers de géométrie. Si on peut un peu rentrer dans le cœur de la collaboration avec Jocatop et puis donc avec, le travail que vous avez fait sur ces cahiers, comment est-ce que tu pourrais qualifier l'ADN de ces cahiers, le contenu de ces cahiers? On sait très bien qu'il y a une pédagogie qui vous guide à travers ces cahiers. Est-ce que c'est la même qu'à travers le blog? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous avez gardé les mêmes principes? Et si oui, quels sont les principes ou les fondamentaux pédagogiques de ces cahiers?
Alors nous, on avait envie de faire des fiches qui nous ressemblent nous par rapport à notre pédagogie et qui soient au plus simple pour les enseignants et pour les enfants. Donc du coup, on n'a pas voulu faire des choses trop compliquées. Il fallait des consignes simples, des fiches épurées, donc pas trop de exercices. Et il nous fallait quand même de l'illustration. Ça, c'était vraiment important pour nous d'avoir toujours de l'illustration simple, de la petite illustration qui n'encombre pas. Alors petit format, Pourquoi c'était petit format? indispensable pour nous, pour que les élèves l'aient bien en main. Et on voulait des petits bijoux, nous, on voulait des petits bonbons, on voulait des petits cahiers que les élèves puissent regarder avec plaisir. Donc ça, c'était vraiment important pour nous, que les élèves puissent tourner les pages, se souvenir de ce qu'ils avaient fait, de l'avancée, des progrès, des difficultés. On trouvait que cette manière-là de faire permettait vraiment ça. Oui, puis alors tu évoques tout le programme, on l'a en double page, on a tout le Oui. sommaire, donc on couvre tout le programme. Là, ici, en l'occurrence, en calcul, et il en est de même en numération, en géométrie et en problème. Tu parlais du côté je dessine, je colorie, je m'approprie le cahier. On est encore sur l'affectif, là. Je tenais quand même à dire que l'illustration, elle permettait aussi aux élèves qui étaient plus rapides que les autres de pouvoir faire quelque chose en plus. Donc du coup, les élèves qui étaient rapides pouvaient très bien colorier, pendant que nous, on était avec nos élèves en difficulté. C'était comme ça qu'on pouvait terminer la fiche. Et c'est vrai que c'est plus simple pour les élèves qui sont un tout petit peu plus rapides que de sortir un cahier, enfin surtout CP, CE1, c'est compliqué souvent de sortir du matériel d'autonomie. Donc tu vois, ça c'était simple. Oui, tout est réuni dans le cahier. Donc là, tu évoques les élèves qui ont des besoins particuliers, comme on dit, et à la fois les élèves en difficulté ou les élèves qui ont besoin d'aller plus loin. Ces cahiers, ça peut être le support qu'il leur faut finalement. Ah bah oui, ça c'est clair que la manière dont on les a fait, c'était pour ça aussi, pour que ça soit épuré, qu'il y ait de l'espace entre les calculs, par exemple, pour qu'ils puissent dessiner les barres de 10, faire des schémas. C'est sûr que c'est plus facile. Après, on les a aussi conçus pour, par exemple, qu'il y ait des coloriages magiques qui permettent de faire travailler les élèves sur des coloriages magiques pendant que nous, on est en train de travailler avec les élèves en difficulté. Voilà, c'est ce que je montrais, par exemple, cette page où on voit une roue avec des opérations et on doit colorier la soustraction qui correspond à un nombre. Voilà, là, ici, on a les notions de 5, 6 et 8. Donc, c'est ça que tu appelles un coloriage C'est magique. ça. Ouais. Donc du coup, nous, on est avec les élèves en difficulté ici, pendant que les autres peuvent être en autonomie sur celui-là s'ils ont été plus vite. Donc ça me permet à moi de me focaliser sur un groupe d'élèves pendant que les autres continuent en fait à s'approprier la notion en approfondissant les calculs. Parce que c'est vrai que les cahiers, au moment où on les a sortis, il y en avait pas pratiquement. On a été les premiers, je crois, à sortir des cahiers. Il y avait des fichiers photocopiables, mais les cahiers proprement dit, il n'y avait pas. Et c'est vrai qu'un des avantages, et je sais que moi, personnellement, en tant qu'enseignant, c'est un avantage que j'utilise souvent, c'est le fait de pouvoir moduler en fonction de la façon dont une séance se passe. Il y a soit d'avancer moins vite, soit d'avancer plus vite. Et facilement, si ça se passe bien, même ne pas hésiter à passer à la page suivante et avancer davantage avec les élèves. C'est vrai que c'est très modulable. Et en fonction du niveau des élèves aussi, bien, comme tu disais, s'il y a des élèves qui se débrouillent mieux, ils peuvent avancer un petit peu. Ce qu'on ne peut pas gérer si on a photocopié des fiches à l'avance, on n'a pas forcément la fiche sous la main, alors que le cahier permet cette souplesse d'avancer plus ou moins vite ou de laisser aux élèves l'opportunité de pouvoir se contenter de ce qu'on leur a demandé ou bien d'aller un peu plus loin si des fois ils y arrivent bien, quoi. C'est vrai que c'est un gros avantage du cahier par rapport à la fiche ou même à un manuel en fait. Et c'est vrai que les élèves en difficulté qui n'avaient par exemple pas fait ce coloriage magique puisqu'ils étaient avec moi sur le 1, un mois après, je les fais revenir sur le coloriage, ceux qui ne sont pas venus dessus. Et c'est incroyable parce qu'on se rend compte vraiment de la progression. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, ils n'y arrivaient pas. Maintenant, ils y arrivent. Donc, on peut revenir facilement dessus. C'est facile, quoi. C'est simple à gérer. Ces allers-retours sont simples à gérer. Et c'est vrai que pour les élèves en difficulté, donc là, dans le cahier, ce qui est bien aussi, en tout cas, moi, c'est ce que je fais au niveau du CE1, c'est quand j'ai des élèves qui sont vraiment très en difficulté, je prends le niveau inférieur, donc le niveau CP. Donc, j'ai des élèves qui ont 2 ou 3 cahiers différents, CP, CE1, d'autres qui ont même CE2. Et j'ai des élèves en ce moment, je suis en CE1, qui finissent le cahier CP. Donc j'arrive comme ça à remonter les compétences. J'en ai un en ce moment, il est à cheval entre le CP et le CE1. Donc je le fais naviguer entre les notions de CP qui sont un peu plus simples au niveau des exercices et au niveau du cahier CE1. Au niveau de la différenciation, ces cahiers sont vraiment idéaux, même en résolution de problèmes. Toi, tu faisais ça aussi pour les CM1, CM2, tu leur donnes... C'est vrai que des élèves qui n'arrivaient pas à suivre le programme, on pouvait facilement adapter en leur proposant des cahiers d'un niveau inférieur et du coup ça marchait. Alors c'est vrai qu'avec les plus grands, il faut faire attention à ça parce que voilà, il y a la couverture, après ils ont peut-être l'impression de ne pas faire la même chose que les autres, donc il faut s'arranger pour que... tu te détachais, Vincent, Oui, tu j'enlevais détachais la les couvertures. couverture et je mettais une couverture de CM2, comme ça personne ne voyait rien et puis ça restait entre nous. Ça se passait très bien Oui, et c'est vrai que ça permettait du coup que tout le monde avance, fasse quelque chose et chacun avançait à son rythme. C'est vrai que
C'est intéressant. L'éditeur que je représente ne relèvera pas la détérioration du matériel, hein, Vincent. Mais c'est vrai que voilà, c'est des cahiers qui sont simples à mettre en place pour l'enseignant aussi, puisque c'est par notion. Donc c'est vrai que c'est simple au niveau de l'objectif. Vous avez un seul objectif par fiche. C'est quand même plus simple. Vous pouvez faire une fiche, peut-être même 2 fiches, comme disait Vincent, par jour, en fait, en fonction de l'avancée. Et c'est ce que vous évoquez tous les 2, chacun de votre, niveau, c'est du travail de cycle aussi. C'est-à-dire qu'on permet aux enfants de travailler Ah bah en oui, cycle, ce qui est évidemment une recommandation, oui. des programmes, hein. Tu parlais de donner du travail de CP à des élèves de CE1. On est clairement dans la souplesse qu'on doit avoir Oui. pour permettre aux élèves de progresser au sein du cycle, Oui, de voilà. manière, confortable. Puis d'avancer au niveau, de l'élève. Donc je sais qu'il y a plein de collègues qui font ça aussi. Moi, je l'ai fait quand j'étais en classe double, d'avancer comme ça un petit peu plus. Donc quand j'étais en classe double, autonomie, des 2 côtés, il me fallait vraiment des cahiers, faciles à mettre en place, des 2 côtés. Par exemple, au niveau de la résolution de problèmes, j'avançais en fonction du rythme de l'élève. C'est-à-dire que l'élève, qui me faisait dans la séance de résolution de problèmes 3 pages, bah, on avançait comme ça. Donc je lui expliquais au fur et à mesure, les notions quand, elles n'étaient pas évidentes. J'en avais qui avançaient que d'1 page, d'autres 4 pages et on est arrivé comme ça jusqu'au CE2 en résolution de problèmes. Donc la division était acquise, la multiplication, avant qu'on voit en calcul la multiplication. En fait, on avait commencé en base résolution de problèmes pour travailler le calcul. Donc ça, c'est possible aussi. Et c'est vrai qu'en classe double, les cahiers sont vraiment pratiques pour travailler en autonomie et puis savoir se débrouiller sans avoir trop de préparation de fiches, en sachant que ben, tout est au programme. Ça nous tranquillise en tant qu'enseignant d'avoir ce genre d'outils qui n'existaient pas trop à l'époque et donc qui était indispensable, pour moi, qui ai eu souvent des classes doubles. Et un enseignant double aussi. Quand on partage sa classe avec un collègue, qu'on est partiellement, Ouais, c'est vrai. déchargé, comme les directeurs ou quoi, c'est vrai que le fait de travailler sur des cahiers, c'est très pratique parce qu'on sait exactement où le collègue en est, qu'est-ce qu'il a fait, jusqu'où il a avancé et on peut facilement prendre le relais. Du coup, ça, c'est vrai que c'est un avantage et je peux, en témoigner personnellement aussi. Oui, c'est vrai que c'est très pratique. En fait, de partager, quand on a une classe partagée, parce que les enseignants, enfin, on sait toujours où on en est, on s'arrête, on continue et il y a pas de difficulté, Question à se poser. non. Un cahier qui est un petit peu à part dans son format, c'est le cahier de géométrie. Alors, on se rend compte que ce cahier, par rapport au cahier de calcul, il est beaucoup plus grand. C'est une erreur de l'éditeur ou c'est un choix pédagogique des auteurs? Alors, pourquoi il est plus grand ce cahier? On s'est posé la question au début, la taille la meilleure pour la manipulation au niveau, de la gestuelle, des gestes, au niveau de l'emplacement de la règle, de l'équerre et cetera, c'était le grand format. Donc on a décidé de faire un cahier grand format qui était complètement différent du cahier de calcul pour que les élèves puissent utiliser, dans les meilleures conditions possibles, leur cahier. La réponse était un peu induite, évidemment. Donc, je connaissais un peu la réponse, que ce cahier, on peut le mettre à plat Ah oui, facilement, il n'est pas trop non. épais. Moi, je me souviens, en tant qu'enseignant, c'est difficile de faire tracer les élèves sur des grands fichiers, par exemple, des fichiers très épais. La feuille blanche qu'on perd, c'est encore pire. Là, au moins, elle reste dans le cahier. Donc ça, ce sont des atouts qui font que ce cahier de géométrie, il est très apprécié des enfants. Et des enfants et des enseignants. Parce que du coup, on fait quand même tout le programme de géométrie. Ce qui est le Donc ça, minimum attendu, oui. tu vois, on a tout qui est réuni et ça franchement, avant j'avais des photocopies et c'était très compliqué pour moi de trouver, ce qui me convenait, en géométrie pour faire l'année complète. Je l'ai fait comme ça, j'étais sûre de ce que j'apportais aux élèves. Alors, on va pas révéler combien de cahiers ont été vendus, mais il y en a énormément. Mais je ne sais pas, une question un peu plus personnelle, est-ce que vous êtes vraiment convaincu, vraiment au plus profond de vous-même, que c'est une véritable success story, Bootgum? Ne faites pas les modestes. Dites-moi si vous en êtes vraiment convaincu. Oui, bah, oui, c'est sûr que quelque part, c'est satisfaisant de se dire que, tout le travail qu'on a fourni, toutes les idées qu'on a eues sont partagées. Tout est parti de là, en fait, c'était l'envie de partager. Là, on peut pas dire qu'on n'a pas partagé. Le fait de pouvoir avoir ces retours, de savoir qu'il y a des gens qui apprécient notre travail. C'est vrai que les retours pour nous, c'est vraiment important, c'est primordial. Je dois dire, moi quand je mets un post sur, Instagram ou, Facebook ou même je reçois des mails de remerciements et pour moi c'est important. C'est pas tellement, les remerciements, mais c'est surtout le fait qu'on rend service aux enseignants et qu'on est au plus près de leur pédagogie, de leurs attentes et de l'attente des élèves. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on est des utilisateurs directs des cahiers et que tous les cahiers, on les a testés avant. On ne fait rien sans les avoir testés. Donc c'est un petit peu compliqué pour les éditions parce qu'en fait, il y a beaucoup d'allers-retours. Le responsable éditorial est quelque part dans la salle. Donc il le sait, mais en fait,
Bah, chaque nombre est pesé. On ne peut pas dire autre chose, en fait, puisque chaque nombre est changé s'il y a des difficultés. Et donc, je reviens sur tous les nombres, tous les mots. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, je teste tout en direct avec les élèves jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que des fois, il faut un petit peu la progression un peu plus vite. Voilà, donc on compatit pour Mais l'éditeur, 4 cahiers par niveau fois 5 niveaux, hein, ouais. 20 cahiers. 19, ça pourrait être tout à fait Bah, précis. les leçons aussi, tu peux dire, les mémos. Les leçons. Alors voilà, la collection bout de gomme s'étend à d'autres produits, notamment des Oui, ça s'étend. posters, des applications aussi. Hein, mon application de mathématiques en CP avec bout de gomme, en CE1, CE2, CM1 et CM2. J'aurais envie qu'on déborde même des frontières un peu de l'école pour parler un peu des particuliers. Il y a eu un contexte très particulier dont on se souvient tous, qui était le Covid. Il a fallu réinventer un petit peu la manière de faire, provisoirement bien entendu. Il y a des usages qui ont changé à partir du moment où on a eu cette expérience du Covid. Et du côté des particuliers, j'ai presque envie de dire qu'il y a eu un avant-après les cahiers bout de gomme. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un mot? C'est vrai que je me suis rendu compte que les parents achetaient de plus en plus de cahiers. Pour les révisions des grandes vacances, pour entraîner les enfants au fur et à mesure de l'année, quelque chose qui est sympa. Moi, je le faisais déjà pour moi, pour mes enfants quand ils étaient en 6e, 5e, il y avait des grands cahiers de maths qui existaient. Les parents des élèves d'élémentaire peuvent le faire avec ces petits cahiers et c'est vrai que c'est pas mal. Et à ton avis, quelles sont les valeurs qu'ils retrouvent, qui peuvent les rassurer, ces parents? Les enseignants, on a bien compris, c'est plus facile pour eux, j'ai envie de dire, parce que c'est très intuitif, ces cahiers, la pédagogie est très, très transparente, on voit bien où on veut en venir. Les parents ne sont pas experts par nature de la pédagogie, mais qu'est-ce qui est rassurant pour eux? Bah, c'est exactement la même chose en fait, les consignes sont simples, c'est épuré, c'est facile, c'est précis, puis c'est quand même fait par des enseignants. Voilà, c'est pas des cahiers de vacances, ça va droit au but, on peut dire et du coup, on est sur, la vraie notion et la progression. Les parents, qui utilisent ces cahiers, ils peuvent se rendre compte, c'est pareil, des progrès de leurs enfants, des difficultés. En plus, il y a le côté affectif quand même parce que souvent les parents connaissent les fiches du blog parce que les enseignants utilisent les fiches du blog. Donc que ce soit la poésie par exemple, le français. J'ai des parents, hein, moi, qui me disent, «Merci, la maîtresse utilise les fiches, je suis trop contente». Enfin, il y en a tellement qui disent ça en fait. Mais tu veux dire que tu alimentes toujours le blog? Bah oui. Tu fais des cahiers, tu as la classe, tu alimentes le blog, mais où trouves-tu tout ce temps, Laurence? Ouais, c'est ce qu'on me demande. En fait, je le trouve pas, hein, le temps. Je le prends. J'ai envie de te poser une question pour annoncer quelque chose tout de même. Il vous a pas échappé qu'on est dans des nouveaux programmes à venir, en mathématiques, en français, en anglais, en histoire, en géographie, en sciences, etc., etc. Et si je ne me trompe pas, on a parlé de CP, de CE1, de CE2. Je crois que tu as quelque chose à nous annoncer sur ce plan en mathématiques. Donc en fait, là, on vient de boucler, les 3 cahiers cycle 2, nouveau programme. Donc CP, CE1, CE2 en calcul et numération. Et donc, tu es en train de nous dire qu'ils seront conformes au nouveau programme, c'est-à-dire modélisation en barre dans les problèmes, précocité des apprentissages, notamment pour les CP et les CE1, hein, Sur la numération. avec des nouveautés pour eux, hein, Bah, fractions. avancer un petit peu plus vite, en numération. Les fractions CE1, CE2, donc on l'a fait tout en douceur. Moi, je les ai testés dans ma classe. Je me suis vraiment amusée à le faire, moi, en tant qu'enseignante et les élèves ont adoré et c'est une notion qui est passée très bien. C'était incroyable et les élèves s'en sont bien sortis et apprécient beaucoup de travailler sur ces notions et en même temps sur la numération qu'on a avancé un petit peu plus vite cette année. On en est déjà à la décomposition multiplicative. Il y a aucun souci, on a fait tout en douceur. Comme d'habitude, et surtout après avoir expérimenté en classe. C'est ça que je retiens Oui, aussi. voilà, ouais, on a C'est expérimenté toujours en votre classe. maître mot, ça. Oui, tout à fait, ouais. Pour conclure, avant qu'on donne un petit peu la parole au public, s'ils ont des questions, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez une petite anecdote, un petit secret de fabrication, un moment qui vous a marqué dans cette folle aventure bout de gomme. Est-ce que vous avez envie de nous révéler quelque chose? Ah, ils sont très discrets, ils veulent pas tout nous dire, hein, mais Moi, je prends plaisir, chaque année à utiliser les cahiers. Donc ça, c'est vraiment, je m'en lasse pas. Donc je suis toujours étonnée, en fait, de ne pas m'en lasser. J'ai créé, ma méthode, on peut dire, grâce à tous ces cahiers et les élèves, en fait, s'amusent tellement, avec les maths que je crois qu'on rentre bien dans les maths avec des cahiers comme ça, car ils sont simples. C'est peut-être ça, en fait, l'anecdote. C'est que je les utilise toujours et que je m'en lasse pas, alors que je me lasse un peu rapidement des choses et que là, voilà. On a aidé aussi les élèves, parce qu'on parle des enseignants, mais on a aidé pas mal les élèves finalement à aimer les maths, enfin on espère aussi, et à dessiner des robots aussi, parce que c'est vrai que chaque année, on récupère notre petite pile de dessins de robots de la part des enfants, oui, qui nous amènent des petits robots. Surtout en plus, moi, comme
comme ils savent que c'est moi qui les dessine, donc ils sont très contents de nous montrer à chaque fois. Puis ils me dessinent en robot aussi avec les lunettes et tout, donc c'est marrant. Dans la petite anecdote quand même, si j'y pense maintenant avec les robots, c'est que il y a souvent des collègues en fait qui m'écrivent sur les réseaux pour me demander d'écrire un petit mot à leurs élèves, que Vincent dessine un dessin spécial pour la classe. Et donc c'est ce qu'on fait, que les élèves sont toujours ébahis, qu'on leur réponde. Enfin, on le fait à chaque fois. Des fois, c'était même les éditions Jocatop qui avaient reçu des dessins d'élèves. Et ils nous avaient demandé à nous, tu sais, le cahier de CM de géométrie où du coup on avait fait une dédicace, qu'on avait envoyé le cahier à l'école. Et donc nous, ça nous fait un plaisir fou à chaque fois de faire ça, d'écrire aux élèves. On fait depuis 2 ans un concours Ah oui. d'écriture. Ouais, c'est vrai. Donc c'est nous qui l'initions, mais c'est concours d'écriture avec bout de gomme. Les vainqueurs ont le privilège d'avoir un livre édité par les éditions Jocatop, avec les illustrations des enfants, mais aussi illustré la couverture par Vincent. Ensuite, on édite le livre et les vainqueurs reçoivent leur livre à l'école. Donc ils sont vraiment l'impression d'avoir été des écrivains puisqu'ils ont matériellement le livre entre les mains qui est véritablement leur œuvre. Et en plus, cerise sur le gâteau, avec bout de gomme. On ne pouvait pas faire mieux. La petite anecdote quand même, c'est qu'il y a des collègues qui m'ont envoyé des petites figurines, enfin des nounours robotines et petits robots, donc à la maison, que j'ai mis dans ma classe, enfin des nounours quoi. Il y en a d'autres qui m'en ont fait, mes collègues, leur maman a fabriqué des nounours robotines et petits robots. Ça c'est la petite anecdote et les élèves adorent. Donc des maths, en fait, de la simple illustration, c'est devenu vraiment un petit personnage. Très bien, merci. Est-ce que dans le public, vous avez envie de poser des questions à Vincent et à Laurence? N'hésitez pas, ils ne sont pas là souvent. On ne saura pas quand on les reverra à Paris. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir s'il y a une raison pour laquelle les cahiers sont avec une seule couleur. C'est en noir et blanc, pas en quadricomique comme on voit dans d'autres fichiers. Alors nous, on avait envie de faire des cahiers bicolores pour justement que les élèves soient centrés sur la notion et pas perdus dans toutes les couleurs. Donc ça, c'est vraiment important qu'on travaille sur la notion, sur les calculs. Certes, il y a des illustrations, mais on en a déjà parlé. La version bicolore, ça permet justement de se centrer sur les exercices eux-mêmes et pas de perdre les élèves. Ce qui est d'ailleurs préconisé par les anciens programmes peut-être, en tout cas par les nouveaux, c'est clair. Et c'est très important pour les élèves qui sont 10, on le voit bien. Il n'y a pas besoin de plus de couleurs, je pense. La question, justement, je rebondis sur le 10. Comment est-ce que vous l'utilisez d'une façon spécifique pour les enfants 10 et pour quel type de 10? Que 10, ça englobe beaucoup de choses. Tout dépend quelle difficulté ont les élèves. Les élèves qui ont de la dyscalculie, on va descendre d'un niveau par exemple, ou colorier certains nombres, ou colorier les dizaines d'une couleur. On va avoir des codages de dizaines, des codages d'unités, donc pour que les élèves se repèrent au niveau des couleurs. Pour des élèves 10, comme les cahiers sont épurés et qu'il y a 3 exercices vraiment bien distincts, on travaille avec eux le premier exercice. On arrive facilement à isoler le reste. En plus, il y a beaucoup d'espace pour qu'ils se repèrent. L'écriture est vraiment simple. La police. Loin, mais la police, elle a été vraiment spécialement pensée pour cela. Alors attention, on n'est pas sur un cahier adapté aux enfants qui sont en situation de handicap. Alors, c'est pas ce qu'on est en train de dire. En tout cas, il y a eu une prise en considération de ces difficultés. Beaucoup d'enfants ont du mal à se repérer sur la page, ils ont du mal avec les couleurs, ils ont du mal avec la police, ils ont du mal avec la quantité de texte. Donc tout ça a été pris en considération. Laurence évoquait le fait que les cahiers soient présentés sous forme de 2-3 exercices par page, toujours sous forme de bande horizontale. Cette récurrence, c'est très important pour les enfants qui ont des difficultés à se repérer sur la page. Une des difficultés des enfants 10, c'est justement de changer de modèle d'une page à l'autre. Une des choses que font les enseignants en classe, c'est par exemple de contracter la page en largeur pour leur proposer un empan visuel moins important. Et c'est quelque chose qu'on fait constamment. C'est pas ce qui est fait dans les cahiers. Et ce que je veux dire, c'est que les constantes que l'on a dans le cahier, elles sont faites pour ces enfants qui ont du mal à se repérer. Et après, il y a le travail qu'a évoqué Laurence pour les enfants qui sont dyscalculiques, par exemple, les notions de couleur pour les nombres, les notions d'allègement des compétences. Ce sont des choses, évidemment, qui sont fondamentales et qui sont le travail de l'enseignant. Et là, on l'a à travers ces cahiers, puisque ce sont des enseignants qui les ont pensés et qui continuent à les penser en alimentant ces cahiers avec leur expérience de terrain. On a énormément travaillé sur les consignes. C'était des consignes très simples, un seul mot pour pas perdre l'enfant, pour aller à l'essentiel. Et donc ça a été un travail au niveau des premiers cahiers. Ça a été un travail énorme de réflexion autour de la consigne.
consignes pour que l'élève puisse bien se repérer, comprenne bien, qu'on reprenne sans arrêt les mêmes habitudes au niveau des consignes. On a mis en gras, par exemple, au niveau de la résolution de problèmes, ce qu'on recherchait. On a mis certaines couleurs à certains endroits exprès. Travail en rituel, souvent on voit que les collègues le font assez spontanément. C'est vrai que de telle heure à telle heure, tel jour, cahier de problèmes, cahier de calcul, et c'est vrai que régulièrement on le fait, ce qui a un côté très rassurant tant pour l'enseignant qui sait où il va, pour les élèves qui retrouvent aux mêmes horaires, au même moment, le même type d'exercice dans le même type de présentation. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant tant pour les élèves 10 qu'en difficulté ou même les élèves en général, quoi. En tout cas pour le CP-CE1, mais je crois qu'au cycle 3 aussi, on a mis des petites aides. En fait, il y a des robots qui donnent des petits conseils aux enfants, ce qui permet de rappeler à nouveau la notion, de redonner des conseils, que l'enseignant aussi se souvienne qu'il faut redonner le conseil. Moi, ça m'arrive souvent de voir quelque chose d'écrit sur la page et du coup de dire attention, petit robot a dit, il faut faire attention au plus et au moins, hein. Tout ça, c'est du vécu en fait d'enseignant qui fait que je sais très bien qu'un exercice va être chuté si je ne reprécise pas la consigne du plus et du moins, par exemple. J'y reviens aussi, mais avec beaucoup d'illustrations. Là, tu évoques les conseils écrits, mais il y a aussi des conseils, par exemple en numération, où la phase de manipulation, elle est rappelée à travers un dessin, où on représente les dizaines, les unités, et a fortiori les centaines, milliers pour les plus grands. Et ça, d'un simple coup d'œil, l'élève y voit tout de suite, il a le rappel de la manipulation. Ça, on le voit énormément dans les cahiers de Oui. numération. Les cahiers, ils ont été quand même construits sur la base de la manipulation. Le fait de pouvoir manipuler beaucoup, de travailler beaucoup en atelier avant, d'utiliser plein de matériel différents. D'ailleurs, dans les guides des corrigés, vous avez à chaque fois plein de matériel en plus que vous pouvez photocopier. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez commencer votre classe avec le matériel proposé par le guide des corrigés. Et les cahiers avaient été construits comme ça pour qu'on puisse manipuler en amont sur la notion. Qui est la base pour les petits, hein. Même pour les grands, en fait. On a répondu à votre question, monsieur. Chose très intéressante concernant justement les 10. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique là-dessus, soit sur votre blog, soit éventuellement être imprimé À proprement dit, sur le blog, il n'y a pas d'exercice spécial 10. Ça, c'est sûr. Par contre, vous avez tellement d'exercices différents que vous pouvez très bien trouver des exercices qui peuvent convenir à certains élèves spécifiquement. Tout dépend en fait de la notion que vous cherchez. Si vous cherchez une notion en maths, je pense que vous pouvez trouver ce qui vous conviendrait. Seulement, par exemple, il n'y a pas de couleur au niveau de la fiche pour que l'élève puisse lire tout seul ou où on va colorier des syllabes ou etc. quoi. Moi, je suis une utilisatrice depuis longtemps de votre méthode et je me demandais s'il existait, peut-être que j'ai pas trouvé, mais en complément de la méthode, des fiches d'évaluation pour les fameux livrets qu'on est obligé de remplir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé. Alors moi, sur mon blog, il y a beaucoup de fiches d'évaluation, énormément de fiches d'évaluation en calcul, mais pas spécifiques au cahier. Vous avez quel niveau CP, hein? Et du coup, c'est vrai qu'en CP, il n'y a pas trop d'évaluation, sauf les premières. La première, la découverte, en fait, et en maths, non. Mais c'est vrai que j'aimerais bien les faire. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire par notion. Donc, je l'ai fait pour les CE1. Il y en a pas mal, mais pas pour les CP. En fait, je suis désolée, mais c'est tout nouveau, en fait. Vous les connaissez pas parce que c'est pas la nouvelle mouture. Mais la nouvelle mouture des cahiers CP, CE1, CE2, dans le cahier, vous allez avoir « je fais le point ». Voilà, c'est faisons le point, exactement la terminologie. Non, je fais le point. Donc, c'est on fait le point. Donc, vous allez avoir, surtout en CP, vous allez avoir au bout de... Donc, tout a été découpé par période. Ça ne sera pas noté dessus. La période ne sera pas notée sur le cahier parce qu'on peut vous laisser quand même ce choix d'avancer à votre vitesse sur le cahier. Mais par exemple, si on utilisait 2 fiches par semaine de chaque cahier, au bout de 14 fiches ou alors au bout de 26 fiches, vous allez avoir on fait le point. Et donc, en calcul, vous allez avoir tous les exercices de calcul qui correspondent à ce que vous avez fait sur les 2 premières périodes. Donc, soit vous les utilisez juste pour vous, pour faire le point avec chaque élève, ou soit vous pouvez les utiliser en évaluation directement dans le cahier. C'est ce qu'on fait aussi en résolution de problèmes CE1, CE2, il me semble, hein, voilà, c'est ça. Donc, on a à chaque fois, je fais le point sur tous les exercices faits sur chaque notion en calcul. Mais voilà, donc je fais le point, quand on a pu le faire, on l'a fait. Parce que pour moi, c'était vraiment important, surtout en CP, hein, parce qu'on avance tellement, mais en fait, on ne se rend pas trop compte des avancées des élèves. Et là, vous avez à chaque fois, je fais le point, donc c'est vraiment idéal pour les parents, pour les enseignants. Si je peux compléter ce que tu dis par rapport à on fait le point,
Ça donne aussi une possibilité de revenir sur certaines notions après. Et donc, ça met en avant le côté spiralaire qui est recommandé dans les programmes, quels qu'ils soient, finalement. Parce qu'on sait très bien qu'une notion, c'est pas parce qu'elle est abordée à telle période qu'elle est ancrée. Évidemment, c'est pas à vous que je vais l'apprendre avec des CP. Donc, on y revient régulièrement. Et ça, c'était aussi une des motivations de ces nouveaux cahiers. Avec un travail sur la fluence en calcul, vous aurez de la fluence en calcul à la rentrée. Et donc, on a mis une dernière page où les élèves peuvent s'entraîner sans remplir le cahier, où vous pouvez entraîner vos élèves, vous pouvez leur donner par exemple l'exercice 1, donc ça serait le calcul chez eux, pour qu'ils s'entraînent sans écrire forcément dedans, une page qu'on peut utiliser toute l'année. On va essayer de mettre, moi j'aimerais bien mettre des rituels en calcul à utiliser par les enseignants s'ils en ont envie, sous forme de petites bandes d'exercices pour juste les entraîner un petit peu plus chaque semaine sur le blog. Et en fait, j'ai envie aussi de le mettre chez Jokatop et donc de le mettre dans le guide des corrigés en téléchargement. Comme ça vous ferait votre année. Il n'y en aurait pas trop, hein. Il y en aurait 36. Sur les 36 semaines, ça nous donne un petit exercice de plus sur la notion. Et ça peut servir aussi en évaluation, hein. Très bien. Bah, écoutez, nous, on va s'arrêter là. On va remercier encore une fois la librairie de l'éducation du réseau Canopé de nous avoir accueillis dans ce très beau lieu. Voilà, pour cet instant Canopé. Et puis, Vincent et Laurence, moi aussi, je vous remercie d'être venus jusqu'à nous. Et à très bientôt pour la suite de la folle aventure bout de gomme. Merci à tous.